Ça y est, l'ancien président ivoirien, Laurent Koudou-Gbagbo, est rentré au bercail ce 17 juin suite à son acquittement définitif le 31 mars dernier par la Cour pénale internationale. Acquittement pour Laurent Gbagbo, donc, ainsi que pour Charles Blé Goudé, son ancien ministre de la Jeunesse, tous les deux libres après une décennie de procédures judiciaires. Retour à la maison comme une indicible victoire sur l'adversité et sur l'histoire, au moment où des milliers d'Ivoiriens désemparés se demandent à nouveau qui est finalement coupable, qui est responsable des violences inouïes ayant entraîné la mort de plus de 3000 personnes au lendemain de l'élection présidentielle ivoirienne de 2010. Retour à la maison au moment aussi où la Côte d'Ivoire cherche ses marques sur les chemins escarpés d'une réconciliation toujours à construire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info qui évoque aujourd'hui, vous l'aurez compris, le retour de Laurent Gbagbo dans son pays natal après bien des péripéties. Et maintenant, quels enjeux, quels défis pour la Côte d'Ivoire? Deux invités que j'ai le plaisir de recevoir pour la toute première fois sur ce plateau ont accepté de porter leur regard périscopique sur ces pertinentes questions qui nous concernent tous. Guy Hervé Cam est coordonnateur du mouvement Sens. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est avec plaisir. Et puis le deuxième invité de ce soir s'appelle Aboubakar Sango. Il est maître assistant en droit public à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Bonsoir, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Avant d'aborder notre sujet du jour, pouvez-vous nous dire en deux mots, Guy Hervé Cam, le sens qu'entend prendre le mouvement Sens pour donner du sens à la philosophie inscrite dans son ADN, qui est servir et non se servir? Déjà, je vous remercie. Quel sens le sens à t'apprendre? Je pense que nous venons de sortir de notre Assemblée générale souveraine et nous nous sommes donné des missions qui doivent nous, des objectifs, je dirais, qui doivent nous permettre effectivement de réconcilier en fait la politique avec ce qu'elle aurait dû être, c'est-à-dire servir. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent d'ailleurs que le sens premier, par exemple, du mot ministre, c'est servir. Donc, mais pour cela, nous avons donc comme orientation, parce que c'est un jeune mouvement quand même, décidé à l'horizon 2023 de pouvoir assurer une couverture territoriale et socio-professionnelle du mouvement et aussi de renforcer la capacité donc, des membres et de maintenant pouvoir nous axer sur notre mission principale qui est la formation, la sensibilisation en fait pour la création d'un nouveau type de Burkinabé dont le nom sera tout simplement en conformité avec le nom du pays, pays des hommes intègres. Pays des hommes intègres, servir et non se servir, qui nous renvoie aussi à ces slogans de la période révolutionnaire. Se servir, non. Servir le peuple, oui. Moins d'une année d'existence, un mouvement qui se structure et qui grandit donc en œuvrant à impacter positivement la vie socio-politique du Burkina. Servir et non se servir, est-ce quelque chose qui vous parle, Aboubakar Sango? Oui, bon, bien entendu, ça interpelle. L'engagement politique, c'est d'abord un engagement au service du peuple, au service de la société. Je dirais que c'est une répétition, c'est une tautologie. Service et faire la politique, c'est servir le peuple. Et ils ne font que s'identifier à cet objectif très noble qui est l'engagement politique. Ils s'identifient donc à cet objectif et on leur souhaite donc d'avoir du succès et surtout de réussir à transformer profondément la société burkinabé qui a besoin, en ces moments de mutation, d'évoluer. Alors, mesdames, messieurs, à nouveau bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le 136e numéro de votre émission Périscope. Laurent Gbagbo et la CPI, c'est fini. Laurent Gbagbo et l'exil forcé, c'est terminé. Laurent Gbagbo retrouve sa Côte d'Ivoire natale après une longue bataille judiciaire. Quel effet cela vous fait-il, ce retour, jugé improbable par certains il y a quelques années, Guy Hervé Cam? Dire que le retour était improbable, c'est peut-être se méprendre parce que Laurent Gbagbo n'a pas quitté le pays volontairement.
Laurent Gbagbo a été déféré donc à la Cour pénale internationale à la demande de cette Cour, mais sur acceptation des autorités ivoiriennes. Et dans l'imaginaire, hein, on pense que quand on va à la CPI, c'est pour y rester peut-être jusqu'à la fin de ses jours. Oui, sauf que pour le cas de Laurent Gbagbo, il a été blanchi définitivement par la Cour pénale internationale. Dès lors, le retour n'est que la voie normale pour quelqu'un qui est sorti pour aller affronter la justice internationale, qui a été blanchi, il retourne chez lui. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait quand même, au regard de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, beaucoup d'inquiétudes. Peu de gens pouvaient penser qu'effectivement, Laurent Gbagbo allait être blanchi, parce que quoi qu'on dise, il y a eu beaucoup de victimes dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Plus de 3000. Voilà. Et aujourd'hui, l'effet que ça fait, c'est-à-dire, bon, qui est donc responsable finalement? Qui est responsable? Est-ce que vous vous attendiez à cet épisode, à cet épilogue hein, de cette affaire Laurent Gbagbo à la CPI? Si on remonte à 2011, si on fait le point sur les 3500 morts de la crise post-électorale, bien entendu, au moment où Laurent Gbagbo partait à la CPI, véritablement, on ne s'attendait pas à ce qu'il revienne comme ça par la grande porte. On ne s'attendait pas à ce qu'il revienne par la grande porte. Mais c'est aussi ça la beauté du droit. La vérité des prétoires n'est pas la vérité du peuple, n'est pas la vérité voilà, ouais, des donc citoyens. Pour vous, la vérité a été dite devant la Cour pénale internationale. Il n'y avait d'ailleurs pas de preuves pour étayer les accusations. C'est ce qu'il a finalement blanchi. Je crois plutôt qu'il n'y avait pas de preuves pour étayer la culpabilité de Gbagbo Laurent. Voilà. Les juges n'ont pas dit que des crimes n'ont pas été commis sous le magistère de Laurent Gbagbo. Les juges ont dit des crimes ont été commis, mais les preuves qui sont à leur disposition ne leur permettent pas de dire que Laurent Gbagbo est responsable des crimes qui ont été commis. Je crois que c'est ça le sens de la décision des juges que nous avons eue. Alors, Laurent Gbagbo a été blanchi, on l'a dit, tous les trois sur ce plateau. Il est rentré, diversement interprété d'ailleurs, diversement interprété et accueilli. Le retour de Laurent Gbagbo constitue le fait du jour, commenté de ci, de là. Mais cependant, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, ne comprend pas toute cette agitation et déplore même que ce retour prenne une telle dimension politique en Côte d'Ivoire. Nous ne comprenons pas, indique l'OIDH, que son retour soit traité comme un événement en Côte d'Ivoire, car il était prédestiné à rentrer. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens fassent des amalgames. Il n'est pas un étranger, il est Ivoirien. Fin de citation. Pensez-vous, vous aussi, comme l'OIDH, Guy Hervé Kam, que ce retour de Laurent Gbagbo ne constitue pas un événement, mais un épisode normal et logique de la vie des nations? Non, je pense que l'OIDH est dans son rôle, mais c'est vraiment se tromper, à mon avis, que de dire que le retour de Laurent Gbagbo ne constitue pas un événement. Laurent Gbagbo, comme je l'ai dit tantôt, n'a pas quitté la Côte d'Ivoire de son propre gré. Il est parti contraint pour aller répondre d'accusations graves qui étaient portées contre lui. Laurent Gbagbo, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme politique ivoirien de grande envergure qui a été donc chef d'État. Mais au-delà du fait qu'il a été chef d'État, on sait que depuis une quarantaine d'années, voire plus, Laurent Gbagbo est au devant de la scène politique ivoirienne. Avant d'être chef d'État, il était l'opposant, le seul opposant même, disons, à Félix Houphouët-Boigny. Absolument. Et cette personne qui quitte le pays pour des raisons politico-judiciaire, qui est blanchi et qui rentre au pays ne peut pas être traité en fait normalement. Comme un simple citoyen. Comme un simple citoyen, non, je pense que c'est faire fausse route. Maintenant, que l'on demande à la responsabilité des différents acteurs pour que, en réalité, le traitement de ce retour ne jette pas de l'huile sur le feu, on peut le comprendre. Mais dire que ça devrait être non, ça c'est une erreur. C'est une erreur. Alors,
Boubacar Sango, c'est un événement majeur dans la vie politique africaine et même au-delà aujourd'hui, ce retour de Laurent Gbagbo, on en convient. Oui, moi je suis d'accord que c'est un événement majeur. Bon, ce n'est pas le retour du chef du village de Gazibouo. Mais bien entendu, je crois que la posture que le FPI pro-Gbagbo a voulu donner à son retour, à mon sens, je crois que c'est un peu critiquable. Voilà, parce que je reviens, Gbagbo a été acquitté, mais Gbagbo est responsable politiquement des 3500 morts. Sa responsabilité politique ne peut pas être occultée parce qu'au moment des faits, c'est lui qui était le chef de l'État, c'est lui qui avait la responsabilité de la sécurité de tous les citoyens ivoiriens. Sauf qu'il peut dire que justement, tout cela est arrivé parce que quelqu'un d'autre aussi s'est proclamé chef de l'État et que c'était lui qui avait gagné ce scrutin et que. Mais à l'issue des élections, ceux qui étaient chargés d'organiser les élections, avec la bénédiction de l'ONU, avaient reconnu que ce n'était pas Gbagbo Laurent qui avait été élu. Je crois qu'il y avait la voix officielle et il y avait la voix officieuse. La voix officielle disait qu'il n'avait pas été élu. Dans ces genres de circonstances, lorsque vous revenez à l'issue d'un procès qui vous acquitte, à mon sens, Gbagbo Laurent aurait dû faire profil bas. Je crois qu'il faut avoir en mémoire ces 3500 personnes qui sont mortes. Personnellement, je crois que, bon, toute cette... Bien entendu, je suis d'accord avec Guy Hervé Kam, que l'envergure de la personnalité de Gbagbo Laurent fait que, bien entendu, ce retour ne peut pas être célébré, comme je le disais, le retour d'un citoyen lambda de Gazibouo ou de Zakrogwe quelque part en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo Laurent, à mon sens, aurait dû faire profil bas. Son retour aurait pu être organisé autrement. Je crois que l'attitude du comité d'organisation qui avait voulu qu'il soit célébré comme Mandela qui sortait de prison, à mon sens, à l'état actuel de la Côte d'Ivoire, la société est suffisamment divisée pour que quand on a occupé de telles responsabilités, on fasse preuve d'humilité. Peut-être bien que pour les Gbagbo, rien, c'est le Mandela de la Côte d'Ivoire. Alors, il était précédemment poursuivi, il faut le préciser, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, collégialement avec Charles Blé Goudé, leader des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire. L'ancien président Laurent Gbagbo est détenu par la Cour pénale internationale à partir du 30 novembre 2011, a recouvré la liberté après confirmation le 31 mars 2021 de son acquittement prononcé le 15 janvier 2019 et qui avait fait l'objet d'un appel interjeté le 16 septembre 2019 par la procureure Fatou Bensouda. Aujourd'hui, il rentre enfin chez lui dans une Côte d'Ivoire politiquement recomposée et en quête de réconciliation. Comment jugez-vous le climat socio-politique dans lequel s'opère ce retour au bercail, Guy Hervé Kam? Ben, je pense que le climat sociopolitique, et je souhaite avoir tort, moi j'ai l'impression qu'on a quand même en fait une sorte de feu qui couvre. Parce que effectivement, quand on voit l'organisation du retour par les pro-Gbagbo, quand on voit la posture de l'OIDH, quand on voit la posture des victimes qu'on est obligé de comprendre. Parce que, en fait, effectivement, on peut faire la distinction entre la culpabilité et la responsabilité, même si... Et vous savez de quoi vous parlez, Guy Hervé Kam, puisque vous avez été d'un et de l'autre côté de la barre, en tant que magistrat d'abord, puis comme avocat. Absolument. Et quand tout ça, ça intervient à un moment où la Côte d'Ivoire vient de sortir des élections qui ont créé une sorte de fracture. On se rappelle que le PDCI de Bédié, qui avait fait alliance avec le RHDP, s'est retiré, est aujourd'hui plus proche que du FPI que du RHDP. On voit ce qui se passe aussi avec Guillaume Soro. Et finalement, on se prend forcément à avoir peur. Si la sagesse ne traverse pas Laurent Gbagbo lui-même d'abord, parce que, à mon avis, il a toujours la légitimité nécessaire pour encadrer son camp. Si la sagesse ne traverse pas Laurent Gbagbo lui-même et que cette sagesse n'est pas partagée par Alassane Dramane Ouattara et Konan Bédié, et je dis, enfin,
Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, je pense que la Côte d'Ivoire peut malheureusement s'attendre à des jours sombres. Donc voilà, il y a 3 personnalités aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont, disons les choses crûment, hein, qui sont plus proches de l'atome que toute autre chose, mais qui détiennent en réalité la situation sociopolitique aujourd'hui de la Côte d'Ivoire et qui, par ricochet, vous avez parlé d'Afrique, qui détiennent une sorte de stabilité en Afrique de l'Ouest et même au-delà. Donc ils sont à la fois le problème et la solution. Absolument. Est-ce votre avis également, Aboubacar Sango? Vous avez des appréhensions par rapport à ce retour dans un climat sociopolitique qui se recompose mais qui reste assez fragile? Il y a toujours du feu sous la cendre? Je suis d'accord qu'il y a du feu sous la cendre. Là, je crois que la situation politique de la Côte d'Ivoire est fragile. C'est un pays qui est dans une situation fragile. On l'a vu avec les élections. On est passé à côté du pire. Hein. Voilà, pour ne pas dire qu'on était déjà dans le pire. Donc, on a l'impression que la classe politique ivoirienne, comme le citoyen lambda ivoirien, n'a pas encore suffisamment tiré le leçon de ce qui est arrivé en 2011. Et c'est ce qui fait peur. C'est ce qui fait penser que le pire peut toujours arriver si les 3 leaders identifiés ne font pas suffisamment preuve de leadership, de sagesse. S'ils ne font pas preuve de leadership, et je crois que l'enjeu aujourd'hui pour Gbagbo Laurent, c'est qu'est-ce qu'il va faire après. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire. C'est qu'est-ce qu'il va faire qui va déteindre sur la situation sociale de la Côte d'Ivoire. De qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'il devrait faire. Est-ce que vous pensez aujourd'hui à faisons un rêve comme Martin Luther King, que les 3 se retrouvent autour d'une table, se donnent la main et signent la paix des braves et se retirent des affaires pour passer la main à une nouvelle génération comme Alassane Ouattara l'avait d'ailleurs suggéré. Vous pensez cela possible aujourd'hui? À mon sens, tel devrait être le cas. Et je crois que des leaders, des forces morales ivoiriennes doivent prendre l'initiative pour susciter cela. Il faut que, je ne sais pas quelle force sociale, à l'exception bien entendu de la classe politique, peut prendre le leadership de motiver ces leaders-là à aller dans le sens que vous décrivez. C'est ce que tous les Africains souhaitent aujourd'hui. Mais l'initiative peut-être devra venir du président Ouattara. Mais je pense beaucoup plus que si l'initiative vient de Laurent Gbagbo, ça va porter beaucoup plus de fruits. Alors, que pensez-vous de ce scénario-là? Je souhaite vivement me tromper. Mais ce que je pense, c'est que c'est une hypothèse qui n'a pas de grande chance de se réaliser quand on analyse simplement les postures de ces personnes-là depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, en 2020, Henri Konan Bédié et puis Alassane Ouattara ont été incapables d'avoir un consensus. Et même à ce moment, déjà, la Côte d'Ivoire a frôlé le pire parce que il y avait une tension qui était là avec une sorte de recomposition en fait politique en Côte d'Ivoire. Et l'arrivée de Laurent Gbagbo ajoute à cela. Et moi, je peine à croire que aujourd'hui, on puisse, comme par enchantement, voir que bon, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Alassane Dramane vont s'asseoir, fumer le calumet de la paix et puis au service de la Côte d'Ivoire. La seule inquiétude, quelqu'un l'a dit, qu'est-ce que Laurent Gbagbo il va faire? Mais on sait que le FPI tendance Gbagbo n'a rien fait pour créer un autre leadership à part celui de Laurent Gbagbo. Et on connaît en fait la popularité de Laurent Gbagbo. Et finalement, probablement que pour survivre, c'est le FPI lui-même qui a intérêt et qui va se battre pour que Laurent Gbagbo ne renonce pas
à la politique. Et si ne renonce pas à une prochaine candidature. Et justement, ne renonce pas à la politique tout simplement. Pour se remettre sur le fauteuil présidentiel. Ah. Alors, on évoquait le climat politique, mais il est également marqué ces derniers temps par les décès successifs des premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, l'élection présidentielle heurtée du 31 octobre 2020, on en a parlé tout à l'heure, les dernières législatives auxquelles ont enfin pris part les partisans de Gbagbo lui-même, après 10 années de boycott. Beaucoup indiquent que Laurent Gbagbo est le maillon manquant à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Son camp politique est lui-même divisé avec les Gor, Gbagbo ou rien d'un côté, et la branche du Front populaire ivoirien fidèle à Pascal Afin-Guessan de l'autre. Alors, je reste avec vous rapidement, Guy Hervé Kam. Quelle devrait donc être à présent, selon vous, sa priorité? Quelle devrait être la priorité pour Laurent Koudou-Gbagbo? Moi, je pense que la priorité de Laurent Koudou-Gbagbo pour rentrer, en tout cas dans l'histoire il est déjà dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais quel héritage il veut laisser pour les Ivoiriens, pour les Africains, et ceux de notre génération qui, à un certain moment de l'histoire, ont vu en Laurent Gbagbo le véritable opposant, le véritable panafricaniste. Maintenant, quel héritage il veut laisser? Et si aujourd'hui Gbagbo veut laisser un héritage positif, il est obligé d'aider la Côte d'Ivoire à penser en réalité les plaies. Parce que la Côte d'Ivoire a été divisée sur des bases identitaires. Et le problème, c'est que la division sur les bases identitaires, elle prend du temps pour se cicatriser. Et aujourd'hui, il faut des acteurs de la trempe de Laurent Gbagbo qui sont à la fois acteurs en fait, de cette division-là pour au moins lancer en fait, un processus, pour au moins donner un signal fort. Moi, je pense que c'est cela qui fera le grand Laurent Gbagbo qu'on va toujours avoir en mémoire, ou alors, tout simplement, le Laurent Gbagbo qui aura manqué après tant d'impact sur la vie politique, qui aura manqué tout simplement de rentrer positivement dans la porte de l'histoire comme un certain Nelson Mandela. Comme un certain Nelson Mandela. Quelle devrait être la priorité de Laurent Gbagbo? Là, maintenant, il est rentré. Il va sans doute prendre le temps de se refamiliariser avec la température de son pays. Il est parti depuis 10 ans. Quelle devrait être sa priorité? Je crois que sa priorité doit être de réconcilier les Ivoiriens. Il fait partie de ceux qui ont fragilisé le tissu social ivoirien. Aujourd'hui, je crois que l'histoire lui donne encore l'occasion de se refaire, d'être le Nelson Mandela de l'Afrique de l'Ouest. Mais moi, je suis un peu pessimiste. Voilà, je suis un peu pessimiste parce que Gbagbo Laurent a affirmé qu'il était candidat aux dernières élections. Il a dit sur TV5 qu'il était candidat aux dernières élections. J'écoutais son avocate ce matin. Quand je fais mes analyses à moi, j'ai l'impression que Gbagbo Laurent veut encore jouer un rôle dans le landerneau politique. Il est rentré pour se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. On y reviendra peut-être. Peut-être qu'il faut déjà anticiper des réformes pour que ça ne se réalise pas. Voilà pourquoi moi je pense qu'il faut que des forces sociales en Côte d'Ivoire ou au-delà de la Côte d'Ivoire, même dans nos sous-régions, rentrent en jeu, prennent la question avec beaucoup de sérieux. Je pense par exemple au roi des Ashanti, qui a une forte influence sur Henri Konan Bédié, qui peut aussi peut-être avoir une influence sur Alassane Ouattara, qui vraisemblablement veut marquer l'histoire, qui vraisemblablement veut la réconciliation. Ouais. Il faut que des personnalités qui ont une influence sur Laurent Gbagbo, soit en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, entrent en jeu. Il faut que d'ici 2024, la Côte d'Ivoire se réconcilie. Que la Côte d'Ivoire se réconcilie, et comment se réconciliera-t-elle? En tout cas, Laurent Gbagbo rentre chez lui. Et il y a une Côte d'Ivoire qui rit, qui chante et qui crie victoire, et une autre Côte d'Ivoire qui pleure et qui demande justice. Tout de même, plus de 3000 morts, des dégâts matériels importants, 80 témoins à la barre et au bout, rien, aucune preuve pour étayer
l'accusation de crime contre l'humanité. Comme si, 10 ans après, les tristes événements de 2010-2011, pour ces événements-là, eh bien, nul n'est coupable de rien. Justement, vous avez dit tout à l'heure que sa priorité devrait être de travailler à la réconciliation du pays, et c'est ce que d'ailleurs tout le monde chante, y compris ses partisans. Et comment voyez-vous son rôle justement dans ce chantier de la réconciliation en Côte d'Ivoire, Guy Hervé Kam? Moi, je voulais déjà dire quelque chose en réaction à ce que mon frère Sango a dit sur l'influence que pourraient avoir certains acteurs sur ces hommes-là. Vous savez, malheureusement, moi, je ne crois pas en ça. Ça veut dire, soit on est sage, soit on a une grande conscience de sa responsabilité sociale, soit on ne l'a pas. Parce que aujourd'hui, un élément extérieur, faire pression sur ces personnes-là, je me dis que, bon, honnêtement, je n'y crois pas du tout. Voilà. Mais, ceci étant, quelle peut être la responsabilité, le rôle de Laurent Gbagbo dans la réconciliation. Dans la réconciliation en Côte d'Ivoire. Comme je dis, je l'ai évoqué. Autant ils sont Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Alassane Dramane Ouattara, ils sont à la base de ces divisions identitaires qui ont opposé les Ivoiriens entre eux. Et c'est donc aujourd'hui, avec ce que Laurent Gbagbo a vécu en décembre 2010, puis en avril 2011, puis en novembre 2011, ce qu'il a vécu à cette période-là, pour moi, si ça pouvait avoir eu un impact positif sur lui, de telle sorte qu'il se dise, aujourd'hui, président ou pas, même si je reste engagé en politique, la priorité, c'est comme il l'a dit, c'est de réconcilier les Ivoiriens. Pour moi, la solution ne peut venir que de lui-même et de sa propre personne. La solution ne peut venir que de l'engagement de ces chefs-là. Personne ne pourra absolument rien faire. Et en plus, autour d'eux, qu'est-ce qu'on voit? Quand vous regardez autour de Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous voyez? Mais ce sont des allumeurs de feu. Quand vous regardez autour de Bédié, qu'est-ce que vous voyez? Ce sont des allumeurs de feu. Parce qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, ces personnes tiennent la Côte d'Ivoire. Et il y a malheureusement autour d'eux des personnes aussi qui se disent, sans lui, je ne suis rien. Donc, il faut que lui, il soit là. Dans tout ça, on a 3 éléphants qui se battent, mais ils se battent où? Ben, sur le dos de la population ivoirienne, mais sur le dos donc des fourmis. Donc, pour moi, je pense qu'il faut que ces gens-là soient traversés par une certaine dose de sagesse, qu'ils aient pitié enfin du peuple ivoirien et qu'ils se disent justement que mon engagement politique ne doit pas être fait sur le dos de la population ivoirienne. C'est un engagement personnel qu'ils doivent prendre et on attendra de voir dans les jours à venir. Et il faut travailler à ce que ce retour fonctionne effectivement comme un catalyseur de la réconciliation et non pas comme, pour reprendre l'expression de Guy Hervé Kam, comme un allumeur de feu. N'est-ce pas, Boubacar Sango? Oui, bien entendu. Et voilà pourquoi je m'attendais à ce que, dans le cadre même de l'organisation de son retour, Laurent Gbagbo fasse une déclaration. Il aurait pu envoyer un message pour demander à son clan de ne pas organiser son retour comme son clan voulait l'organiser. Alors justement, par rapport à ce retour, d'ailleurs, le pouvoir ivoirien a été pris de court puisque l'annonce de cette date a été faite sans consensus, on l'a su après. Et puis, bon, le pouvoir ivoirien a donc pris acte de cette date qui a été annoncée. Bien entendu, tout ça mis ensemble, en termes d'analyse, l'avenir vous fait peur. L'avenir vous fait peur parce que Laurent Gbagbo déclare qu'il vient pour réconcilier. Mais je n'ai pas encore vu un véritable message. Voilà, aujourd'hui, il revient, mais il fait un meeting. Voilà. Il retourne à Toban, où il se trouvait le siège de sa campagne. Quelle est la signification politique qu'on peut donner? C'est qu'il est déjà en campagne, alors. Est-ce qu'il n'est pas déjà en campagne? C'est une question que moi, je me pose. Je crois que Laurent Gbagbo doit véritablement faire preuve de sagesse. Il a raison. C'est vrai, on peut vous influencer, mais si vous-même, vous n'êtes pas ouvert aux influences,
l'effet qu'on attend de ces influences ne va pas se produire. Qu'il commence d'abord par réconcilier son propre clan. Ce qui, à mon sens, ne sera pas œuvre facile. Il arrive, il y a un divorce qui est annoncé avec Simone Gbagbo. C'est ce que la presse relaie, qui est une femme politique. C'est un autre clan qui va se créer au FPI, à côté du clan Nguessan. Bon, qu'il réconcilie tous ces Alors justement, clans-là. s'il ne réussit pas à réconcilier son propre camp, comment peut-il être un acteur de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Non, c'est deux choses totalement différentes, hein, à mon avis. Parce que, bon, il peut réconcilier son camp, il peut ne pas réconcilier son camp. Mais la réconciliation qui intéresse les Ivoiriens va au-delà du FPI. Et cette réconciliation-là, à mon avis, si un de ces trois-là arrivait à donner un signal fort, les autres auraient beaucoup de difficultés à ne pas suivre. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une sagesse bien africaine qui dit que c'est entre les mains de deux idiots que la calebasse se casse. Quand deux personnes vous tirez, elle va se casser. Si une personne lâche, elle ne va pas se casser. Dès lors qu'une personne va lâcher, les autres ne voudront pas être donc les idiots. Donc ils vont lâcher. Et puis il y a quand même une sorte de responsabilité à leur égard qui va s'installer. Voilà. Donc pour moi, Gbagbo doit justement se mettre au-dessus du Front populaire ivoirien. Il a été, sa dernière fonction en Côte d'Ivoire, c'était président de la République. Donc, il a la légitimité nécessaire pour se mettre au-dessus du Front populaire ivoirien. Parce que s'il va régler les querelles internes du Front populaire ivoirien, il n'y aurait pas de temps pour la Côte d'Ivoire. Il doit se mettre, rapidement. C'est un facteur, c'est un élément qui peut contribuer à l'accélération de la réconciliation. Parce que le discours qu'il va porter doit avoir une influence sur toutes ces personnes qui l'ont défendu. Mais si son discours même perd de légitimité auprès de ses clans, à mon sens, ça serait un discours pour une partie des Ivoiriens, mais une autre partie ne va pas se retrouver dans le discours qu'il va prôner. Voilà pourquoi je crois que ça peut contribuer. Ça peut contribuer s'il arrive à concilier les positions. En ce moment, il aura une seule position à défendre. Il y aura une seule position à défendre. En tout cas, Laurent Gbagbo est rentré. Si je peux oui, me permettre, très rapidement. Je veux dire, la divergence avec la tendance Afin-Guessan n'était pas pour des questions objectives. La divergence avec la tendance Afin-Guessan, c'était de dire non, on ne va pas tout arrêter parce que Gbagbo n'est pas là. Donc, finalement, avec eux, bon, je pense finalement, maintenant qu'il est rentré, ils peuvent très bien donc s'accorder. Ils peuvent s'accorder. On parle donc du retour de Laurent Gbagbo dans cette émission. Laurent Gbagbo rentre au bercail au moment où il reste aussi poursuivi pour crime économique. On parle notamment, je cite, vol en réunion par effraction portant sur des caves à la BCEAO, c'est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et des numéraires. Complicité de vol en réunion par effraction, destruction d'une installation appartenant à autrui, détournement de deniers publics. Fin de citation. Des accusations pour lesquelles Laurent Gbagbo est condamné depuis le 18 janvier 2018 par la Cour d'assises d'Abidjan à 20 ans. 20 ans de prison et à une amende de 329 milliards de francs CFA. Une condamnation que Laurent Gbagbo partage d'ailleurs avec trois de ses ministres, Gilbert Akembo, ancien Premier ministre, et Koné Katina, ancien ministre du Budget, et Désiré Dallo, ancien ministre de l'Économie et des Finances. Est-ce cela peut constituer aussi un plomb dans l'aile de la réconciliation, Guy Eveka? Je ne sais pas si on peut dire un plan dans l'aide de la réconciliation, mais je sais que ça fera certainement l'objet d'un règlement politico-diplomatique, si on peut le dire ainsi. Parce que, à mon avis, si la question n'était même pas tranchée, il aurait été difficile que Laurent Gbagbo rentre comme ça. Parce que Laurent Gbagbo, il a annoncé son retour. Quelqu'un qui est condamné et qui a un mandat d'arrêt contre lui, bon, n'annonce pas son retour comme ça en fanfare et il vient rentrer. Et on voyait bien qu'il était escorté par les forces de l'ordre ivoiriennes. Donc la réaction judiciaire de ces forces de l'ordre-là, c'était de lui présenter le mandat d'arrêt et de le conduire à la maison d'arrêt d'Abidjan, ce qui n'a pas été fait. Donc cette question va être réglée. Et tout ça, si c'est mal manœuvré, ça peut
peut encore créer des soucis. Parce que vous voyez, ça montre quoi? Ça montre en réalité que dans nos pays, il n'y a absolument aucun respect pour la justice. Et que d'ailleurs, probablement la justice elle-même ne mérite pas ce respect-là. Pourquoi je dis ça? Parce que Laurent Gbagbo n'est pas là, on le condamne, ben, il revient et on trouve une autre solution. Donc on a l'impression que voilà, donc c'est pas un bon signal. Et de toute façon, pour la population, ce n'est pas un bon signal dans le sens de la réconciliation parce que ça fait un peu réconciliation-impunité. Mais malgré tout, je me dis qu'il aurait été difficile quand même d'envoyer Laurent Gbagbo aujourd'hui même à la maison d'arrêt. Là, on serait ici probablement, mais on parlerait d'autre chose. On parlerait d'autre chose. Voilà. En effet, c'est ce que dit aussi un peu l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Et pour cet observatoire, il appartiendra à la justice, si elle le souhaite, de dérouler, je cite, tout son rouleau compresseur, c'est-à-dire le mandat d'arrêt, de poursuite, qui pourront faire l'objet soit d'exécution, soit de discussion, d'amnistie ou de grâce. Mais c'est une question juridique qui ne se pose pas maintenant. Fin de citation. Pensez-vous aussi, Aboubacar Sango, que cette condamnation devrait, ou pensez-vous que cette condamnation devrait purement et simplement être abandonnée pour la cause de la réconciliation nationale? Non, mais je crois que c'est une question juridique qui se pose maintenant. Mais on y a apporté une réponse dans le cas de la réconciliation. Voilà. Mais je crois que le clan Ouattara va s'appuyer sur ça pour mettre pression sur Gbagbo Laurent. Je crois que les jours, les mois à venir, bon, peuvent nous laisser des surprises. Alors voilà. Ce que vous dites, c'est que si Laurent Gbagbo indique ou annonce qu'il va se porter candidat à l'élection présidentielle, on peut lui dire attention, si c'est ça, on met en œuvre la justice. Il peut y avoir cette sorte de chantage. Ce n'est pas exclu. Je pense que ce n'est pas du tout exclu, mais en même temps, c'est un mauvais message pour l'état du droit. Et je crois que la justice est fortement instrumentalisée en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs la faiblesse de toutes les réformes que Ouattara a faites. Voilà, je crois qu'il n'est pas encore arrivé à mettre en place un système judiciaire indépendant, crédible. La justice est fortement instrumentalisée dans le cadre de la réconciliation. Je ne suis pas si naïf que ça pour penser que dans le cadre d'une réconciliation nationale, on peut condamner Laurent Gbagbo. Non, non, non. Mais je dis, quel crédit on accorde à la sanction que Guillaume Soro va subir dans les jours à venir? Alors, vous parlez de si sanctions. Gbagbo Laurent rentre comme ça, bon, Guillaume Soro, je ne suis pas sûr que, bon, voilà. Non, justement, vous parlez de Guillaume Soro, mais justement, Laurent Gbagbo, il est libre, il est rentré dans son pays. Il rentre dans son pays au moment où un nouveau procureur, Karim Khan, prend ses fonctions à la Cour pénale internationale en remplacement de Fatou Bensouda. Au moment aussi, justement, ce que vous indiquez, où le parquet de la Cour d'assises d'Abidjan a requis ce 16 juin la perpétuité contre l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, accusé de complot contre le pouvoir. Donc, est-ce que, justement, si on passe l'éponge sur la condamnation de Laurent Gbagbo, cette réquisition du parquet passera, elle aussi, peut-être par la case réconciliation nationale, Guillaume Vekam? Cette réquisition est appelée aussi à être passée en perte de profit. On sait comment ça se passe, malheureusement, et dans ce pays voisin qu'est la Côte d'Ivoire. C'est qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo est rentré. La situation va forcément devoir être réglée d'une manière ou d'une autre. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tant qu'il y a la condamnation, même si elle n'est pas exécutée, ben elle va quand même figurer au casier judiciaire de Laurent Gbagbo pour les échéances électorales à venir. Donc il y aura forcément un règlement de ça. Et s'il y a un règlement de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la politique qui a le dessus sur la justice, et Guillaume Soro peut déjà aussi commencer, non pas à fourbir ses armes judiciaires, mais à fourbir ses armes politiques pour que, quelle que soit la décision qui va intervenir, eh bien, ça se passe suivant donc le précédent, en fait, de Laurent Gbagbo. Voilà malheureusement la situation dans laquelle on se trouve. Et
Et Voilà. quand il s'agit des questions d'atteinte à la vie, c'est encore plus grave que quand il s'agit des questions d'atteinte au bien, voyez-vous. C'est ça, tout à fait. Guillaume Soro qui salue d'ailleurs, il faut le souligner, le retour de Laurent Gbagbo au pays, appelant notamment, je cite, à la consolidation de ce processus politique par la libération de tous les prisonniers politiques et militaires encore en détention et le retour dans leur pays de tous les Ivoiriens contraints à l'exil. Fin de citation. Il parle bien évidemment de lui-même. Alors, parlera-t-on bientôt du retour de Guillaume Soro, lavé de toute poursuite dans son pays, Aboubakar Sango? Bon, pour moi, c'est une réquisition. On attend la décision du juge. Est-ce qu'il va confirmer les réquisitions du procureur? De toute façon, je crois que Guillaume Soro n'accordera aucun crédit à la décision que le juge va prendre. Parce qu'il va mobiliser ses ressources politiques pour négocier son retour dans le cadre de la réconciliation. Et c'est vraiment triste pour l'état de droit en Côte d'Ivoire. C'est vraiment triste pour les victimes. Vous voyez, tous ces acteurs qui ont contribué à la grande crise de 2015 et de 2011 qui a provoqué 3500 morts, circulent aujourd'hui des milliers de blessés. Ils circulent, leurs comptes ont été dégelés. Ils mangent dans les restaurants à Abidjan comme ils veulent, comme si rien ne s'était passé. Et ça, c'est vraiment un mauvais message pour l'avenir. Il faut se réconcilier, mais je pense que d'un point de vue politique, il faut situer les responsabilités. Il faut trouver un cadre où on dit, voilà, tel a été responsable, mais il n'ira pas en prison. Voilà. Mais bon, je crois que le parent pauvre de cette situation-là, c'est vraiment la justice et c'est triste. Alors, c'est la justice, on verra comment les choses se passent. Pour le moment, la justice n'a peut-être pas encore dit son dernier mot. Réconciliation en Côte d'Ivoire, disons-nous, mais réconciliation également au Burkina. Quel pourrait être l'impact du retour de Laurent Gbagbo sur la vie socio-politique au Burkina, notamment Guy Hervé Kam? Je pense que, a priori, bon, on dira c'est deux pays différents, hein, mais quand on connaît les liens qu'on peut avoir entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, tant les liens entre les populations que les liens politiques. Oui, il y a des liens historiques, géographiques, politiques, sociaux, économiques. Donc on peut se dire que, et puis, quoi qu'on dise, le Burkina Faso était d'une manière ou d'une autre impliqué dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et dans la situation donc, de Laurent Gbagbo. Maintenant, comment cela va se passer? Si les choses se passent mal en Côte d'Ivoire, comme on le sait, quand la Côte d'Ivoire est enrhumée, le Burkina éternue. Donc, il y a ce problème, nous devons suivre ce qui se passe en Côte d'Ivoire de façon très sérieuse et essayer aussi, cette fois-ci, pour le Burkina, de peut-être peser dans la balance pour que les choses se passent très bien là-bas dans la mesure du possible. Parce que si ça se passe mal, eh bien, ça se passe très mal ici. Vous avez parlé de réconciliation concernant en Côte d'Ivoire et ici. Au Burkina. Et bien entendu, on a aussi cette tendance de dire, OK, voilà, on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire. Le Burkina a un rôle à jouer. On parle de réconciliation au Burkina. La Côte d'Ivoire a un rôle à jouer. Donc finalement, est-ce qu'on va se faire la passe pour pouvoir régler les affaires? Mais je dis tout simplement que, quoi qu'on dise, en tant que Burkinabé, on a un intérêt politique à ce que la question se règle là-bas, même si, cette fois-ci, je parle en tant que juriste, moi, je comprends parfaitement la question de la réconciliation en Côte d'Ivoire, tout simplement parce que vous avez un pays, je l'ai dit au début, qui a été divisé sur des bases identitaires. Vous vous appelez Ouattara Coulibaly en Côte d'Ivoire, vous êtes au sud de la Côte d'Ivoire, vous êtes suspecté tout simplement par rapport au nom que vous portez. À partir de ce moment, il faut trouver la solution parce que les enfants de ceux qui ont ces rancœurs-là, comment ils vont vivre ensemble et se dire nous sommes les enfants d'un même pays, c'est assez difficile, ce qui heureusement n'est pas le cas pour notre pays. Alors, vous êtes juriste, vous aussi, Boubacar Sango, réconciliation en Côte d'Ivoire, réconciliation au Burkina. Laurent Gbagbo
rentre chez lui et on fait le parallèle en disant Blaise Compaoré doit également rentrer chez lui librement. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, les deux situations posent le conflit entre la justice pénale et la politique. Voilà. On veut des rentes politiques dans l'immédiat. Comment on fait pour ne pas porter un coup à la justice? Les Ivoiriens procèdent en ignorant la justice. C'est ça l'option qu'ils ont choisie. Mais voilà. dans le cas ivoirien, voilà, on peut tout de même dire que Laurent Gbagbo est passé devant la justice. Non, bien entendu. Il a été jugé, qu'il est resté longtemps. Non, les deux contextes sont différents. Je crois que les deux contextes sont différents. Les crimes pour lesquels Gbagbo Laurent était poursuivi, ce ne sont pas les crimes pour lesquels Blaise Compaoré est poursuivi. Je crois que notre pays aujourd'hui est face à une situation donnée. Je crois, nous, notre réconciliation, on la souhaite rapidement parce qu'on pense que ça peut être une réponse à la grave crise sécuritaire que nous connaissons. Nous sommes face à une crise que les dirigeants actuels ont du mal à gérer. Les réponses qu'ils apportent ne produisent pas des effets. On a l'impression, c'est ce que certains pensent, certains acteurs pensent, que l'ancien chef d'État peut aider à la compréhension du phénomène. Parce que pour apporter une réponse, il faut d'abord comprendre le phénomène. Comment on fait? Moi, je crois que l'urgence au Burkina, c'est d'abord apporter une réponse au terrorisme. Alors, j'arrive. Oui. Si Blaise peut aider, tant mieux. S'il peut l'aider en revenant au Burkina, sans passer par la case justice, mais en reconnaissant sa responsabilité politique dans ce qui s'est passé, je crois que c'est ce qui est vraiment souhaitable. Reconnaître sa responsabilité politique. Parce que si on traîne, de toute façon, paix à son âme, Assimi Kouanda est décédé à l'étranger. Je ne souhaite pas que Blaise décède. Mais si aujourd'hui Blaise décédait, en termes de justice, je crois que la mort, là, c'est un élément de prescription. Mais on ne peut pas pouvoir tirer profit de son expérience d'ancien chef d'État dans la résolution de la grave crise sécuritaire que nous connaissons. Moi, je crois que les problèmes ne sont pas de même nature. Voilà, Blaise, je crois qu'il n'est pas poursuivi pour crime contre l'humanité. Essayons, trouvons la bonne formule qui ne va pas choquer la sensibilité judiciaire de certains de nos concitoyens. Trouver une formule qui ne choque pas la sensibilité judiciaire et donc ne pas rester enfermé dans ce triptyque vérité, justice, réconciliation, voulu par le chef de l'État, réaffirmé par le ministre chargé de la réconciliation nationale. Est-ce qu'il faut donc faire rentrer Blaise Compaoré sans passer par la case de la justice pour qu'il contribue à la réconciliation nationale et à la lutte contre le terrorisme au Burkina? Bon, déjà, votre question, est-ce qu'il faut faire rentrer Blaise Compaoré sans passer par la case justice, montre que la situation de Blaise Compaoré et de Laurent Gbagbo est totalement différente. Parce que Laurent Gbagbo n'a jamais fui son pays. Laurent Gbagbo a été déféré pour aller répondre à la justice. Il est allé, il a répondu à la justice, il s'est blanchi. On peut épiloguer là-dessus. Il s'est blanchi et plus rien ne s'oppose qu'il rentre. Il a été blanchi. Oui, il s'est battu. Oui. Donc, c'est ce que je veux dire. Et il rentre chez lui. Alors, la situation de Blaise Compaoré est tout à fait différente. Il n'a pas été envoyé en Côte d'Ivoire pour répondre à la justice. Il est allé en Côte d'Ivoire pour échapper à la justice. Et aujourd'hui, dire qu'il faut le faire venir parce qu'il pourrait, et c'est hypothétique, parce qu'il pourrait jouer un rôle en matière de lutte contre le terrorisme, j'ai dit il y a deux problèmes dans cette posture. Le premier problème, c'est qu'on veut traiter le mal par le remède qu'on critique de l'autre côté. De l'autre côté, on dit, oui, il faut pas mettre la justice à dos, il faut que Gbagbo, ainsi de suite. Et ici, on doit mettre la justice à dos parce que c'est Blaise Compaoré. Le deuxième élément, moi, j'ai dit toujours que si on dit que la réconciliation pourrait être une solution au problème terroriste qui nous frappe, c'est qu'on affirme en même temps que le problème terroriste qui nous frappe a pour cause, en fait,
problèmes, mais aucun élément scientifique, aucun élément factuel ne permet de faire ce lien-là. De ce point de vue-là, moi je pense que les solutions sont totalement différentes, autant j'ai dit... D'autant que les problèmes sont différents. Autant que les problèmes... Les contextes, les situations, les réalités étaient différentes au départ. Il y a vraiment une différence fondamentale, y compris dans la situation de Blaise Compaoré par rapport à Laurent Gbagbo, mais aussi dans la situation de la Côte d'Ivoire. Moi qui vous parle, j'ai dit... oui, en Côte d'Ivoire, je comprends la réconciliation parce que la responsabilité en Côte d'Ivoire ne peut pas être des responsabilités individuelles. Des gens s'en sont pris aux autres parce qu'ils sont nordistes. Des gens s'en sont pris à leurs frères parce qu'ils sont bêtés. À partir de ce moment, il faut s'élever au-dessus de ces questions individuelles-là parce que c'est une responsabilité qui en réalité n'a pas de nom. Le dernier élément que je veux dire, oui, quand on parle de la responsabilité politique de Blaise Compaoré, oui, je suis d'accord. En tant que chef de l'État, politiquement, il est responsable. Mais la responsabilité politique, au fond, ne veut absolument rien dire parce qu'elle est morale. Or, la responsabilité dont on parle ici, elle doit être judiciaire. C'est totalement différent. Responsabilité judiciaire, responsabilité pénale, responsabilité morale, réconciliation. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. On aura sans doute l'occasion de revenir sur tous ces sujets. La réconciliation est un chantier important et très sensible, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Burkina. Laurent Gbagbo, lui, il est rentré. Il est rentré et on espère qu'il prendra sa part pour réconcilier les fils et les filles de la Côte d'Ivoire et au-delà. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 136 qui recevait pour vous Guy Hervé Cam, il est coordonnateur du mouvement Sens. Merci pour vos éclairages. Je vous remercie. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Aboubacar Sango, maître assistant en droit public à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Merci pour vos éclairages et j'espère vous retrouver tous les deux à d'autres occasions pour des échanges toujours éclairants. C'est Abibata Clarisse Sawadogo Benao que je remercie, qui a signé la réalisation de ce numéro de Périscope. Merci également à toute l'équipe technique qui l'a assisté. Merci à vous toutes et à vous tous qui m'accordez le privilège de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. Et n'oublions pas de prendre toujours soin les uns des autres. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.